Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Il était une fois un livre reçoit cette semaine Sam Cornell pour parler, nous présenter son livre La collision du monde, des mondes, chez Livresse Éditions. Donc, bonjour Sam Cornell. Bonjour, bonjour à tous. Donc, j'ai une première question avant tout. Donc, la collision des mondes est éditée dans une collection fantastique. C'est un livre, c'est une somme. Combien de temps vous avez mis pour écrire votre livre ? Parce que j'ai été quand même intriguée. Toute la semaine, on va rentrer plus en détail dans l'histoire de votre livre et dans les histoires de votre livre. Mais alors là, c'est un voyage dans le temps, dans l'espace. Je me dis, mais combien de temps il a mis pour écrire ce livre ? Alors longtemps, plusieurs années. Le premier jet pour l'ensemble des épisodes, je vais vous expliquer après pourquoi j'appelle ça des épisodes, ça a dû prendre à peu près 8 ans. Dans les années 2000, donc jusqu'à 2010 à peu près, 8 années, 2 ans par épisode. Il y a 4 épisodes, c'est une quadrilogie. Je ne m'attendais pas au début à me lancer dans... je dirais, une épopée aussi longue, à la fois au sens du roman et de l'histoire, mais à la fois à titre personnel, je ne savais pas qu'écrire un roman allait me prendre aussi longtemps. Je ne savais pas que ce serait une quadrilogie. J'avais une histoire en tête, et donc je me suis lancé dans l'écriture, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, j'en suis qu'au début de l'histoire, j'ai encore tout ça à raconter, et voilà. Et je suis pris dans le jeu. Les différents épisodes, donc ces 4 épisodes se sont succédés, et pour arriver à la fin de mon histoire, on détaillera peut-être au cours de l'interview, pour arriver à la fin de l'histoire, il m'a fallu finalement 8 ans, alors que je m'étais imaginé que voilà, peut-être en 2-3 ans, j'aurais fini mon histoire. Je n'ai fini que le premier roman, et les 3 autres sont arrivés dans la foulée. Donc il est édité en un seul volume, du coup. Exactement. Ce volume est un recueil, c'est pour ça qu'il est aussi épais. C'est un recueil de 4 épisodes. Alors volontairement j'appelle ça des épisodes, c'est un double clin d'œil. Le premier clin d'œil, c'est le livre se passe dans les années 20 au début. Alors, on visite d'autres époques, ou on revisite d'autres époques, mais le cœur de l'intrigue démarre dans les années 20. Et le style littéraire, un peu, alors c'est pas de manière péjorative, mais un peu désuet volontairement au début, est fait pour rappeler certains auteurs qu'on appelait les feuilletonistes à la fin du 19e et début 20e. Donc épisode, forcément, ça se rapporte à feuilleton. Et aujourd'hui, il y a aussi un engouement que je partage pour les séries télévisées. Et donc la notion d'épisode est aussi un peu à la mode aujourd'hui. Donc voilà. Donc plutôt que de mettre chapitre premier, livre premier, tome premier, comment faire un découpage, sachant que c'est qu'un seul volume au final, c'est épisode qui s'y collait le mieux. Non, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une édition de que chaque épisode ont été édités individuellement ? Non. Alors, ça a été d'ailleurs... je m'entends très très bien avec mon éditrice, je suis très heureux, Émilie Ancio, qui dirige la maison Livresse. Et donc on était d'accord sur quasiment tout à chaque fois, mais on a eu un débat. Et le débat c'était sur en combien de volumes nous allions sortir ce roman. Et elle l'avait lu, ça lui avait plu, j'imagine, évidemment, puisqu'elle l'a choisi. Et donc, et elle s'est dit c'est un volume. Et moi je me suis dit mais quand même, il y a 4 épisodes. Bon, alors, en 4, je peux comprendre que c'est pas forcément le choix, mais un découpage à peu près naturel, c'était les 2 premiers épisodes ensemble et les 2 derniers ensemble aussi. Il aurait pu faire donc un découpage en deux tomes ou en 2 volumes. J'y tenais assez, surtout parce que voilà, on va en parler un peu, mais le livre est quand même fait en miroir, c'est-à-dire que au début, on apprend certaines choses, on a une certaine perception, et on peut avoir une perception différente une fois qu'on est, je dirais, un autre angle ou une autre perception. Donc le découpage en 2 pour moi était naturel. Mon éditrice a gagné et elle avait raison. On y viendra peut-être après, je vous laisse continuer, mais elle avait raison de choisir un seul volume.
Donc 680 pages. On n'a pas peur. Alors, à la fois, ce qui est quand même très très surprenant, qui peut dérouter le lecteur, c'est que, comme vous le disiez, on commence l'histoire. Donc, collection fantastique. Et, alors, curieusement, on commence l'histoire, on est dans un policier. Au bout de 60-70 pages, on a le super inspecteur qui a bouclé son enquête. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il me reste 620 pages à lire. Donc ça aussi, c'est volontaire, histoire de perdre le lecteur, alors, de le dérouter. Alors, c'est tout à fait volontaire, et pour plusieurs raisons. Et ça explique justement pourquoi il est sorti en un seul volume. On ne peut nier, et la couverture clairement l'illustre, on ne peut nier que c'est un roman fantastique. Sauf que sur 4 épisodes, sur 700 pages, le fantastique, il apparaît lentement, doucement, il se diffuse dans la trame de l'histoire, tout doucement. Donc, si on coupe le livre en deux, forcément, à la fin d'un premier volume, les gens vont se dire, mais il est où le fantastique ? En quoi il est fantastique ? Voilà. Alors, il y a quelques petits épisodes que je ne vais pas spoiler, pour utiliser un anglicisme courant, que je ne vais pas dévoiler. Il y a quelques petits éléments. Frère Guillaume et Mademoiselle Collinet, on récupère des choses qui pourraient laisser supposer. Voilà, donc il y a des relents d'occultisme, on va dire. Mais le fantastique n'est pas présent. Et c'est pour cette raison, puisque le fantastique apparaît plus doucement, plus tardivement et de manière claire, je pense, et nette sur la fin du roman, que l'éditrice a choisi de faire un seul volume. Et donc, chacun des épisodes, au fur et à mesure, puisqu'il y en a 4, je vais essayer de faire en sorte à la fois d'être dans un registre littéraire, mais ne pas m'y cantonner. J'ai voulu estomper toute frontière entre les différents styles que j'aborde au cours des 4 épisodes. C'est mon premier roman, j'avais quelques écrits auparavant mais pas publiés, comme je dirais tout auteur qui est passionné par l'écriture. Et déjà à la base on écrit pour soi, surtout le premier. C'est le rêve, c'est le Graal d'être publié, surtout à compte d'éditeur dans une maison d'édition, mais on écrit d'abord pour soi. Donc il y avait déjà l'envie de se frotter à tous les styles. Et puis j'aime pas trop les carcans. Donc me dire, mais voilà, pourquoi un polar devrait être que du polar, pourquoi un fantastique ne pourrait pas s'y mélanger. Ça existe parfois, mais j'avais envie de me frotter à tous les styles, et puis je me suis dit, c'est un peu le moyen de justement aussi bousculer le lecteur gentiment, mais pour qu'il ne... c'est une odyssée, c'est 700 pages, qu'il y trouve un plaisir à continuer en fait, et à passer d'épisode en épisode. Alors c'est vrai que quand vous parlez de genre, c'est vrai qu'au départ on part sur un roman policier classique. Après, votre livre pourrait être aussi considéré comme un livre d'histoire, parce que vous faites quand même des allers-retours jusqu'au Moyen-Âge. On passe quand même différentes périodes, grandes périodes historiques. Donc ça peut être aussi un livre d'histoire, ça peut être aussi un livre de fantastique, mais ça on s'en aperçoit que je dirais dans le dernier quart, où là ça explose effectivement, mais tout au long de votre livre, c'est vrai que moi au fil de ma lecture, je me disais mais pourquoi ce livre est classé, est édité en collection fantastique ? Bon, à la fin effectivement, il n'y a plus de doute logiquement. Il n'y a plus de doute, mais alors... je m'en tiens au littéraire, c'est vraiment un livre transgenre, quoi. Ben c'est ça. Beaucoup de science. Plus d'histoire que de science, quand même. Alors, plus d'histoire, mais il y a quand même aussi beaucoup... Je me suis dit, mais c'est un scientifique qui écrit, là ? Je suis un scientifique, alors, c'est clair. Parce qu'on vous sent très à l'aise avec les sciences. Moi, j'étais un peu perdue. Alors, en fait... Pour revenir à la définition originelle du fantastique, le fantastique, c'est... alors, il y a plein de définitions, il y a plein de thèmes, en fait. Voilà. La fantaisie, le fantastique, la science-fiction. Et les gens qui ne sont pas familiers
peuvent un peu mélanger tous les genres. Alors en plus maintenant il y a la dystopie qui se rajoute, enfin voilà, l'anticipation, etc., etc. Le fantastique, c'est l'incursion du surnaturel, de l'étrange dans le réel. Alors j'avais pas forcément cette définition de manière dogmatique ou théorique dans la tête lorsque j'ai écrit le livre, mais j'aime beaucoup le fantastique. Et pour donc rendre probable ce que l'on raconte, ce que l'on a au lecteur, il faut un ancrage très fort dans le réel. Et c'est pour ça qu'à la fois la partie historique et la partie scientifique que vous évoquez, pour moi doit être, enfin c'était l'exercice le plus solide possible, pour justement se poser la question que certains lecteurs m'ont déjà remonté. Mais c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai, ou voilà, pour qu'il y ait une crédibilité. C'est-à-dire que pour emmener le lecteur jusqu'à la fin de ces 4 épisodes, je trouvais logique, outre de partager des informations, dont la plupart des faits historiques sont réels en fait, y compris scientifiques. Les personnages scientifiques qui sont évoqués sont réels, les théories qu'ils ont proposées sont des vraies théories. Les débats entre certains scientifiques, y compris français, et une sommité qui est connue, que je ne vais peut-être pas dévoiler encore, c'est une vraie controverse. La controverse Poincaré a vraiment existé. Tout ça, c'est pour donner une crédibilité aux choses fantastiques qui, elles, peuvent paraître, si elles étaient jetées comme ça, en pâture, pourraient paraître totalement irrationnelles ou irréelles. On peut terminer le livre avec une interprétation purement scientifique et pas fantastique. C'est ce qu'on appelle l'aurore cosmique. C'est une vision de l'univers qu'on évoquera peut-être plus tard. Voilà. Donc oui, il y a un peu d'histoire des sciences aussi, justement. Oui, tout à fait. Enfin, il y a vraiment, alors, la collision des mondes, de toute façon. C'est vrai que là, on est vraiment, on fait connaissance avec, alors, au niveau de l'espace-temps. Alors, effectivement, vous remontez jusqu'au Moyen-Âge, surtout. Mais qui dit Moyen-Âge, c'est aussi, on va aussi en Asie, on va aussi en Acadie, on va aussi en Europe, enfin. Et du Moyen-Âge, toutes les grandes époques historiques, en fait, le Moyen-Âge, la Renaissance, voilà, vous revisitez, voilà, pour les biens de l'enquête, parce que faut pas perdre de vue que à la base, c'est quand même l'enquête, c'est toujours celle qui a débuté au début, quoi. Exactement. Alors, en fait, c'est ça. Donc l'histoire commence en Normandie dans les années 20. Un inspecteur de la police judiciaire voit ses conclusions remises en cause. Il s'en trouve un peu offensé. Ce qu'il avait cru, alors il s'était pas lui-même déplacé sur place. Ce qui apparaissait comme un banal suicide dans la bourgeoisie locale de la Normandie, du Pays de Caux pour être précis. Voilà. Après quelques paperasses à régler, pour lui c'était une affaire qui était conclue, résolue, et il reçoit un message sous la porte de son appartement qui remet en cause cette conclusion. Donc un peu piqué au vif, il décide de reprendre cette enquête, et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, finalement c'était une grossière mascarade. Le criminel avait peut-être imaginé que les circonstances faisaient qu'on pouvait facilement conclure au suicide. Le notaire était ruiné, sa femme l'avait abandonné, désespéré, il n'avait plus qu'une issue dans la mort, entre guillemets. L'inspecteur, qui est quand même pas un mauvais inspecteur, c'est juste que on n'enquête pas trop dans ces milieux-là. Là, c'est parce qu'il a été piqué au vif qu'il réouvre l'enquête. Mais très vite, il se rend compte que on s'est un peu moqué de lui. Il n'y avait aucune subtilité. Et en 60-70 pages, il récolte tous les indices. On est dans du polar whodunit, c'est-à-dire que le lecteur, avec l'inspecteur, peut voir les indices et se dire alors c'est lui ou c'est lui. On voit les différents personnages autour du cadavre. Et puis, finalement, il résout l'affaire. Il est bien content.
Alors, il est bien content, mais on trouve le coupable. Je ne vais pas le citer, bien évidemment, parce que même si c'est qu'au bout de 70 pages, laissons le lecteur trouver qui est ce coupable. Mais finalement, il y a pas mal de petites choses autour de ce premier meurtre qui titille un petit peu. Et puis d'autres meurtres vont apparaître. Le premier épisode s'appelle, la première partie s'appelle Meurtre en série sur la côte d'Albat, parce que voilà, il y en a d'autres. Et au fur et à mesure, on va peut-être y venir, mais au fur et à mesure, eh bien, les racines de ces meurtres, de ces cadavres qui s'amoncellent, sont dans un passé un peu plus lointain. Alors, souvent, comme dans tous les polars, il suffit parfois de remonter 10, 20, 30 ans, ce qui est un peu le cas au début. Et puis très très vite, non. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et on remonte eh bien, jusqu'au Moyen-Âge. Jusqu'au Moyen-Âge. Voilà. Et là, c'est le début d'une deuxième enquête. Après avoir résolu le premier meurtre, finalement, on repart sur une autre enquête avec d'autres personnages. Puisqu'entre-temps, il y a eu un abbé qui s'est immiscé dans l'histoire. Et puis, et là, on repart encore. C'est comme si c'était un rebondissement, en fait. Que vous clôturez un chapitre, vous faites intervenir un rebondissement, voire deux, et hop, on est reparti sur une autre histoire. Enfin, ce qui semble être une autre histoire, mais qui n'est en fait toujours qui est la succession de la première, quoi. C'est exactement ça. Et c'est comme ça pendant 700 pages, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour essayer justement d'avoir un intérêt pour le lecteur, et puis pour l'auteur à la base, comme je le disais, c'est mon premier roman, donc j'écrivais pour moi, puis je fais partie de ces auteurs qui essayent d'écrire le livre qu'ils aimeraient lire quand même. C'est pas une obligation, je peux comprendre ceux qui ne le font pas, mais on écrit d'abord pour soi, et puis surtout, je le rappelle, ça paraît un Graal d'être publié, et notamment à compte d'éditeur. Donc il y avait un exercice de style. C'était voilà, donc j'avais fini en effet une première partie de mon histoire qui devait continuer. Donc est-ce que je la continue et je l'étire en longueur avec le même personnage, ou est-ce que je pars dans une autre direction? Je trouvais intéressant pour moi de partir dans une autre direction, donc je me suis plutôt frotté à ce qu'on appelle le thriller ésotérique dans la deuxième partie. Quand Frère Guillaume arrive, donc Frère Guillaume, son nom l'indique, forcément c'est un ecclésiastique, et il sera aidé plus tard après par une paroissienne, Mademoiselle Collinet. Là on est dans le thriller ésotérique, donc le thriller ésotérique, voilà, ça évoque le Da Vinci Code, ce genre de roman. Et souvent, d'ailleurs, je considère La Collision des mondes comme un Da Vinci Code qui déraille. Parce que on a bien les éléments du thriller ésotérique, mais pareil, j'essaye un petit peu de dérouter, de passer dans les gens tout en les tordant. Les gens des millions de gens ont lu le Da Vinci Code. J'aimerais bien que des millions de gens lisent la Collision des mondes, ça sera peut-être pas son destin, mais justement le but n'est pas de faire un plagiat, un copier-coller. C'est au contraire les gens qui aiment ce type d'ouvrage, de les prendre à contre-pied à chaque fois. Donc sur la fin, on n'est plus dans du Da Vinci Code, clairement. Non, c'est du Sam Cornell, c'est Dan Brown qui a écrit. C'est ça. Là, on est sur du Sam Cornell. C'est pareil. Donc là, on est sur du thriller ésotérique, et on commence à se rendre compte, en effet, que même s'il n'y a pas les liens, comme vous l'avez évoqué, certaines choses, en tout cas, prennent racine très profondément dans l'histoire. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'histoire secrète. C'est-à-dire revisiter l'histoire en lui donnant une autre interprétation des faits. C'est-à-dire que tout doit être le plus plausible possible, mais expliquer tous les faits qui se sont passés ou réellement déroulés, que l'on connaît tous plus ou moins, selon bien sûr son appétence pour l'histoire, de leur donner une explication différente, en tout cas, ou des raisons différentes. Ils se sont bien passés, toujours bien passés, mais une raison différente. Donc ça s'appelle l'histoire secrète. Donc c'est pour ça, plutôt que de faire juste un thriller ésotérique, j'ai commencé l'histoire secrète qui va se poursuivre après dans la troisième partie. Oui, ce n'est que le début. On est encore qu'au début. De même que notre entretien n'en est qu'au début. On est ensemble toute la semaine.
Donc, bien, ce sera pour une première journée, ce sera le mot de la fin et on se retrouve demain pour la suite de notre entretien. À demain. À demain. Sam Cornell, la collision des mondes. La cérémonie se terminait. Madame Galantier venait de jeter la première pelletée. Les fossoyeurs s'affairaient maintenant pour recouvrir le cercueil qu'ils avaient mis en terre. Pendant ce temps, l'entourage exprimait à la veuve ses condoléances. L'abbé Lanterneau referma sa Bible avant de rassembler en silence tout son attirail liturgique. Le jeune adjoint de l'inspecteur attendit ce moment pour s'adresser à l'audience. « Mesdames et messieurs, l'inspecteur Calvez vous prie de m'accompagner. »« Mais où allons-nous » demanda Madame Galantier. « Et comment se fait-il qu'il ne soit pas avec vous ?»« Il nous rejoindra chez vous, madame, chez monsieur Galantier. » Tous respectèrent scrupuleusement les instructions du brigadier. Sur la route, les automobiles formèrent une funèbre procession jusqu'à la propriété des Galantiers, où elles s'alignèrent consciencieusement. L'inspecteur Calvez les y attendait déjà dans le bureau du notaire décédé. À ses côtés se tenait un autre policier, un petit homme grisonnant qui arborait une moustache poivre et sel. Il portait un costume pied de poule, simple mais soigné, et une petite casquette blanche. L'Espagnol prit la parole pour accueillir ses hôtes. « Vous avez tous fait preuve d'un certain intérêt pour connaître le fin mot de cette histoire. Je suis en mesure de vous l'apporter, ici même et dès aujourd'hui. » L'inspecteur fit volontairement une pause pour observer chacun des participants. L'attention de son auditoire était palpable. Tous restaient figés sans que le froid fût la cause d'une telle rigidité. Tout d'abord, reprenons l'histoire depuis le début. Nous venons tous de passer un agréable été. Monsieur Galantier, notaire de profession, jouit d'une excellente réputation dans sa région. Cette magnifique demeure du 19e témoigne de cette réussite professionnelle. Soudainement, et fort curieusement d'ailleurs, la fortune personnelle de monsieur Galantier fond comme neige au soleil. Le pauvre homme est malheureusement lâché par les siens, et en premier lieu par sa propre femme qui se réfugie dans sa famille. Monsieur Thorel ne put s'empêcher de répliquer. « Attention, inspecteur, malgré le respect que je dois vous porter, je ne vous permets pas d'énoncer d'aussi ignominieuses allégations. » Ne vous inquiétez pas, monsieur Thorel. Tout ce qui sera dit aujourd'hui sera non seulement avéré, mais également accompagné de preuves irréfutables. Je vous prierai donc de ne plus m'interrompre. Monsieur Thorel était indigné, mais il jugea préférable de ne pas entraver la détermination de Calvez. Ce dernier reprit en s'adressant à la veuve du notaire. « Continuons, voulez-vous ? Madame Galantier, grâce à la vigilance de votre voisin, nous savons que votre mari était victime d'un odieux chantage. À plusieurs reprises, monsieur Galantier versa une somme conséquente à son maître chanteur lors de discrets rendez-vous nocturnes. Grâce à monsieur Monterfil, nous savons que votre mari n'était pas la cible d'un simple racket. Car si tel avait été le cas, vous auriez certainement été avertie, madame Galantier. Et dans de telles circonstances, monsieur de Saint-Amand également. Je pense même que la police aurait été prévenue. Nous avons tous cru qu'il s'agissait d'un suicide. Que ruiné, esseulé, monsieur Galantier ne voyait plus d'autre issue que dans une mort libératrice. Eh bien non. Votre mari, ami, employeur ou voisin, a tout bonnement été assassiné. Stupeur dans l'assistance. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.